Le rappel des titres avant d'ouvrir notre débat comme tous les jours. Du soleil, pas de vent, des températures hors normes et une pollution étouffante. Circulation différenciée depuis ce matin à Paris, en banlieue parisienne et à Lille. Manière de répondre à l'accumulation des particules fines. 3300 contrôles, 1000 infractions constatées dans la capitale, nous disait à l'instant dans LCI Midi le préfet de police de Paris. La leçon du président Macron aux Gilets jaunes, il dénonce la complicité du pire, la démocratie de l'émeute. Le ton est ferme. Est-ce que cela lui réussit au chef de l'État ? Eh bien, si on en croit un premier indicateur, le sondage, la dernière enquête LCI Harris Interactive, il gagne 4 points. Le président de la République a 39% d'opinion positive. Et puis la guerre est déclarée entre Paris et La Haye. L'État néerlandais est monté brutalement au capital d'Air France-KLM pour mieux contrer l'influence française. Le gouvernement a été prévenu au tout dernier moment. Ça promet des heures difficiles à la compagnie. Le cours en bourse de l'action Air France-KLM est en chute libre ce mercredi. Vous connaissez le menu ? C'est écrit dessus, ça s'appelle le débat. Avis contre avis, c'est donc notre rendez-vous quotidien. Je vous présente nos invités. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne. Fabienne Keller. Socialiste, pardonnez-moi, excusez-moi, du Val-de-Marne. Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir. Excusez-moi, Luc Carvounas. Claude Goesgen, député Les Républicains. Paris. Bonjour, les Républicains de Paris. Erwan Balanan, bonjour, député modem du Finistère. Bonjour. Plutôt le sud. Sud Finistère, ouais, Quimperlé, Concarneau. Voilà, à croire que la méthode Ford lui réussit, vous allez me donner votre avis. Quand il parle des Gilets jaunes, le ton d'Emmanuel Macron se fait peut-être de plus en plus ferme. Le voilà qui surenchérit en tout cas sur le thème de la complicité du pire. C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part, justement, des forces de l'ordre. Nous ne pouvons, de manière raisonnable, pas interdire les manifestations, comme je l'entends parfois. Par contre, il faut maintenant un message clair de tout le monde. Et moi, je suis content que maintenant tout le monde soit clair sur ce sujet. Parce que parfois, des gens n'ont pas été clairs. Et il faut maintenant dire que lorsque on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Complice du pire, il reprendra à son compte la formule de démocratie de l'émeute qui a été utilisée par le président LR de la région Grand Est, puisqu'il s'exprimait devant des élus de cette région Grand Est. Luc Carvounas, démocratie de l'émeute, c'est à ça que se résume aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes ? Je crois que c'est la deuxième fois que le président de la République s'exprime avec ce ton un peu martial, très péremptoire. Je crois qu'il avait choisi sa scénographie. La première fois sur les Gilets jaunes, c'était aux côtés du général Sissi. Chacun choisit son lieu, son moment et son partenaire pour s'exprimer pour ce qui se passe en France. En tous les cas... Il est à la tête de l'Égypte, pour dire les on choses. voit bien... Déjà, moi j'aimerais que le président arrête de faire de la politique politicienne. De qui il parle quand il dit que tout le monde n'était pas clair ? Tous les partis politiques ont condamné ce qui se passait, étaient en soutien à la fois de nos policiers ou de la liberté de manifester. Donc je ne vois pas de qui il parle. Ce serait bien que peut-être nos collègues... pourront nous dire à qui le président de la République fait allusion. Ensuite, vous savez, moi je dis simplement que depuis maintenant 4 mois, on a eu, je crois, 1000 policiers blessés, 1800 manifestants blessés, 18 yeux arrachés. Mais c'est peut-être à ça qu'il fait référence, le chef de l'État, quand il parle de la complicité. On n'a jamais vu autant d'interpellations, d'arrestations, y compris, et ça c'est la commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe qui le dit, des personnes qui allaient manifester, qui sans raison aucune étaient interpellées, mis en garde à vue. C'est aussi ça la réalité qui se passe depuis 4 mois. Jamais un mouvement social, parce que finalement c'est le premier mouvement de classe sociale du XXIe siècle auquel on a affaire depuis 4 mois, qui encore la semaine dernière, on peut pérorer sur les bancs de la majorité en disant ça n'arrête pas de diminuer en intensité. Vous avez déjà vu en France depuis la Seconde Guerre mondiale un mouvement qui dure depuis 4 mois, qui met 50 000 personnes dans les rues de France. Il y a un sujet, je pense que le ton n'est pas le bon, en tout cas. Le ton n'est pas le bon. Le chef de l'État, il doit rassembler. Il est un symbole. Il doit faire l'union sacrée. Ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qui est clair, c'est que désormais, tous les samedis, samedi après samedi, ça fait 15 fois, les manifestations sont suivies de moments très violents. Et la population est inquiète, n'ose plus d'ailleurs aller se promener le samedi après-midi dans nos villes. C'est devenu dangereux. Il y a des échauffourées entre police et... Alors, est-ce que ce seront encore des gilets jaunes ? Est-ce que ce sont une partie des gilets jaunes ? En tout cas, il y a une tension que l'on ressent bien dans nos villes. Et moi, je partage cette idée qu'à un moment, il faut quand même que le dialogue puisse prendre pleinement sa place et qu'on passe à
autre chose, plus constructif, qui fait aller la France vers l'avant. Sauf que ça va encore se répéter pour un 16e week-end. Je vais parler du préfet de police de Paris qui était donc sur ce plateau à votre place il y a un instant. C'est inquiétant. Qui a confirmé qu'il y avait déjà, on va le réécouter, une demande de manifestation officielle pour la capitale en tout cas. Il y a un contact entre mes équipes et une personne qui a déclaré déjà des itinéraires les week-ends précédents. Et on travaille avec cette personne pour façonner un peu mieux l'itinéraire et éviter certaines rues, notamment qui ne sont pas appropriées pour des défilés. Mais oui, il y a déjà une déclaration faite. Il y a une déclaration faite, Arwan Balanan, preuve que finalement ça se responsabilise aussi peut-être le mouvement des Gilets jaunes. Oui, ça se responsabilise. Enfin, il y a deux niveaux. Il y a les Gilets jaunes, un certain nombre de personnes qui ont des revendications sociales, fiscales depuis de longs mois. Qui sont dans une certaine sincérité et une légitimité de citoyen, de réclamer. Le citoyen est une personne qui a le droit de réclamer. Ça, c'est une première chose. Et on a, à côté de ces manifestants, effectivement, des gens qui sont là pour casser. Moi, j'ai eu le témoignage dans un des grands débats chez moi, en Bretagne, une gilet jaune, pour être précise, qui nous dit, mais moi, j'ai vu des Black Blocs, j'ai vu des gens qui étaient là pour casser et ça nous m'a effrayé. Et c'est un vrai sujet, donc il faut traiter cette... Oui, mais est-ce qu'il nomme bien les choses, le chef de l'État, en employant les formules qu'il emploie ? C'est ça aussi. Ce qu'il dit, la parole présidentielle, elle pèse par définition. Oui, ce qu'il dit, c'est qu'à chacun de prendre ses responsabilités. Et moi, je pense... Comme ça que vous l'interprétez ? Je pense aujourd'hui que pour les Gilets jaunes sincères, et qui sont dans une démarche, pour certains, de construction, il faut mieux ne pas manifester dans ces manifestations qui sont des manifestations où il y a de la violence. Oui. Et privilégier un certain nombre d'actions différentes. Il y a des autres actions possibles. Justement, cette parole du chef de l'État, Claude Goisienne, elle dit aussi peut-être une forme d'incapacité du pouvoir à faire en sorte qu'elles s'arrêtent, ces manifestations. Non, il faut bien voir à qui s'adresse le président de la République. En fait, il s'adresse aux manifestants en disant, par votre attitude, vous êtes les complices de la brutalité. Je trouve ça incroyable, d'abord. Et en plus, de toute évidence, il y a sous-jacent dans ce discours, un discours quand même qui est profondément presque électoraliste. La responsabilité, il dit vous êtes complice. Vous êtes complice. Complice en droit, ça veut dire quelque chose de très précis. Un manifestant n'est pas complice d'un casseur. À la limite, je vais vous dire, on pourrait même dire que c'est à la police de faire le travail. Moi, je suis contre ces manifestations et très franchement, tout à l'heure, j'écoutais le préfet de police. Je trouve qu'il y a des moments où il faut savoir interdire une manifestation. On a le droit de le faire. Un préfet a le droit d'interdire, comme un maire, une manifestation quand les conditions ne sont pas requises. Au nom de l'ordre public, par exemple. Bien sûr, au nom de l'ordre public, c'est d'ailleurs la loi, c'est clair. Alors, ou bien on sent bien les choses et on autorise, ou bien on ne les sent pas. Et la question qui se pose, pourquoi on ne les sent pas ? On ne les sent pas. On ne va pas me dire quand même qu'on a des forces de police de 100 000 policiers qui sont toutes les semaines, d'ailleurs dans un état d'épuisement total partout. Et avec 100 000 policiers, on n'arrive pas à détecter les extrémistes de droite, de gauche qui sont là, les fous, les casseurs. Enfin, tout ça quand même... Ou bien la police est mal organisée. Vous êtes en train de nous dire qu'on laisse faire en réalité. Non, je ne dis pas ça. Non, mais un jour, il faudra analyser à la fin de tout ça comment ça s'est passé. Parce qu'il y a des questions qui se posent. Clermont-Ferrand, par exemple, moi j'ai vu les vues, j'étais là, à Clermont-Ferrand. Il y a quelque chose qui s'est passé à Clermont-Ferrand. Il n'y avait pas un policier sur la place. Regardez les images qui passent. Les images qui passent derrière vous. Je suis en train de parler de ça. Oui, mais voilà. Oui, mais il n'y a pas de policiers. Mais oui, mais il n'y a pas de policiers parce que c'est extrêmement compliqué. Et vous voyez la complicité. Moi, j'aimerais. Est-ce que vous avez vu des images de Clermont ? Non, mais moi j'ai vu des images et j'ai surtout discuté avec un certain nombre de personnes qui font de la force de l'ordre et qui font, c'est leur métier. Et la stratégie française, la doctrine d'emploi a longtemps été de garder à distance et d'éviter le contact physique. Depuis le début des mouvements des Gilets jaunes. Non. Si, encore, mais oui, mais non. Elle est encore de garder le contact et de ne pas aller vraiment. C'est complice pour un manifestant. Voilà. Non, mais après. En l'occurrence, ce sont des images de Clermont-Ferrand. Vous réagissez en juriste brillant que vous êtes. Complice. Le président ne peut pas être complice, enfin. Le président dit le mot complice en disant en allant dans ces manifestations. Compris, non mais les manifestations
permettent l'expression de casseurs. C'est ça la question. Eh ben, il faut les interdire. Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question parce que vous n'y répondez pas. Pourquoi interdire des manifestations qui, par ailleurs, peuvent être légitimes? La loi française. Alors attendez, pas tous en même temps. La loi française prévoit que quand on veut manifester, on déclare sa manifestation. Oui, mais On vient d'entendre organise le d'ailleurs. préfet de police de Paris. on peut interdire quand même. Alors, peut-être, et ce serait plutôt une première, puisque jusqu'à présent, les manifestations faisaient l'objet soit pas de déclaration, soit des Clairement, déclarations. c'était déclaré. Attendez, je termine. De déclaration partielle. C'est-à-dire qu'on connaît ça dans toutes nos villes de province. Il y a un trajet qui est déclaré, et à la fin de la manif, il y a des personnes habillées de gilets jaunes qui essayent d'entrer à différents endroits de la ville, et là, les confrontations démarrent. Donc là, la police étant... Voilà, c'est compliqué de lutter contre des groupes qui se déplacent, qui, sentant qu'ils ne peuvent pas entrer dans tel endroit, se déplacent dans tel autre, et avec des actes violents qu'on vient de voir dans les images, qui sont inadmissibles. Agression aux policiers, agression à des biens. Est-ce que manifester, ça revient à couvrir ou en tout cas à cautionner ce que disent les casseurs? Parce que moi, c'est ce que je comprends de la phrase de Luc Carvounas. On est quand même sur un niveau de violence incroyable. Non, mais c'est ça qu'il faut arriver à... On va quand même pas passer l'heure. Dans ce cas-là, il faut Nous interdire. sommes Puis c'est tout. 4 parlementaires. 3 d'entre nous, je crois, ont été maires. On est tous d'accord, on ne va pas passer l'heure à diagnostiquer le niveau des violences et leur intensité. On est tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. En plus, c'est chez moi, le sujet, on a tous connu, on est tous allés dans des manifs. À d'autres moments, on a tous malheureusement été gazés. On a tous vu des casseurs arriver en fin de manif. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, il y a une intensité, si je peux terminer, qui est différente. Mais voilà, le problème que je pose, c'est à la fois la manière dont s'exprime le président de la République, qui pose le débat comme s'il voulait intimider celles et ceux qui manifestent assez librement. Et puis moi, je pose le problème très sereinement de l'efficacité du ministre de l'Intérieur. Je pose le problème, je vais terminer. Je vais poser le problème très sereinement du ministre de l'Intérieur qui a patauché dans la semoule les premiers week-ends de décembre avec du rétropédalage où les forces de l'ordre étaient éreintées. Il y a l'émetteur d'ordre. Je regardais moi aussi le préfet de police tout à l'heure à l'émission. Le préfet de police, c'est un commis de l'État. Il reçoit des ordres du ministère de l'Intérieur et du ministre. Donc à un moment donné, moi le premier, je n'ai pas par exemple compris sur la déclaration de manifester, il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand on sait ce qui se passe en ce moment, autorisé dans le tracé, le passage par l'Assemblée nationale, on sait exactement ce qui va se passer. La main arrachée, etc. Je me suis dit, moi, comme citoyen normal, je dis, mais pourquoi on autorise le cortège par les symboles de la République alors qu'on sait expressément qu'il y a des fous furieux dans ces manifs? Pourquoi? Moi, j'ai pas d'éléments de réponse précise par rapport à cette interdiction, à ces choix de parcours. Mais je pense que déjà, vous avez bien vu qu'il y a eu quelques manifestations avec des choix de parcours déterminés, et il s'est pas passé une demi-heure, 3/4 d'heure pour que ce choix soit blackboulé, et que un certain nombre de manifestants, sachant justement quel impact ça allait avoir sur les forces de l'ordre, choisissent un autre chemin. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut une désescalade de cette violence. Et qui peut aujourd'hui faire en sorte que cette désescalade arrive? C'est les Gilets jaunes d'une part, sincères en disant on arrête ces manifestations, on fait autre chose, parce que là, on va retrouver que des casseurs et ils ne viendront pas, puisque s'il n'y a pas de manifestation, ils ne viendront pas. Et d'un autre côté, sur le long terme, je pense qu'il faut, et ça je le dis à titre personnel, qu'on ait une réflexion sur quelles sont nos doctrines d'emploi par rapport à ces manifestations. Voilà, justement, vous parliez des gilets jaunes. Sujet aussi. Vous parlez de la désescalade. Il y avait un gilet jaune, Pierre Villa, sur ce plateau tout à l'heure. Et lui, il dit il y a des escalades. C'est son sentiment. Et c'est pour ça aussi qu'il s'étonne de la tonalité d'Emmanuel Macron. On focalise sur un événement, 2 événements, 3 événements, pour dire que le mouvement est violent. Moi, j'ai manifesté samedi. Je peux vous dire que tout au long du cortège, il n'y a eu aucune violence. Des voitures. C'est normal, Monsieur Villa. Je parle de la manifestation de samedi, puisque Monsieur Macron intervient après cette manifestation. Donc prenons les choses dans l'actualité telles qu'elles sont. Pas de commerce pillé, pas de voitures brûlées. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Et il faut les condamner, bien entendu. Il faut les réprouver. Mais enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé au mois de décembre. Les images Pierre Villa qui dit ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait en décembre, et pourtant c'est ce moment que choisit Emmanuel Macron pour employer les termes qu'il emploie. Non, ce n'est pas réel. Je pense que peut-être lui
lui vit une autre manière de manifester, mais on constate sur tout le territoire qu'il y a une banalisation. Oui, à Toulouse, c'est terrible. On prend des pavés, on prend des objets de l'espace public, on en fait des projectiles, on en fait des armes par destination. Et c'est devenu quelque chose de banal que d'aucuns ne faisaient pas avant et qu'ils font désormais. Et ça, c'est inadmissible dans une république. Il y a un gouvernement de ne pas dans ce pays. respecter Que propose le gouvernement les lieux et surtout les personnes. Alors, en particulier, si vous me permettez, je termine. En particulier, les policiers qui sont en face et qui se prennent des pavés, des trottinettes, des engins qui sont utilisés comme des objets extrêmement dangereux. Moi, il m'arrive d'aller dans les rangs des policiers pour les soutenir dans les manifestations. Croyez-moi, je vois bien comment ça se passe. Donc, soyons clairs, il y a un gouvernement dans ce pays. Je trouve que le président de la République, en disant ce qu'il a dit hier, n'a pas aidé au calme. Au contraire, on ne peut pas traiter un manifestant de complice des incidents. Il n'est pas là, lui, pour faire l'ordre. Il est là pour manifester. Pas ce qu'il a dit. Et si, il a dit complice. Non, je pense qu'il invite les Gilets jaunes à ne plus manifester. Il emploie le terme complicité, démocratie de l'émeute, complicité d'un manifestant. Le manifestant, par nature, n'est pas complice. Et si on sent que véritablement la situation dérape, c'est le rôle du gouvernement de dire, puisque ça dérape, j'interdis. J'aimerais qu'on avance. En condition que le ministre de l'Intérieur fasse son travail. Parce que mais croyez-moi, ce qu'a fait Macron n'aidera pas à la solution. Non, parce que vous n'êtes pas dupe du jeu politique. Vous connaissez tout ça par cœur, évidemment, vous quatre qui êtes autour de la table. Le compte Twitter de l'Élysée, ce matin, a diffusé une petite vidéo, un montage, un résumé des échanges du chef de l'État avec les Français sur le terrain depuis le lancement du grand débat national. On voit bien qu'il y a deux registres, la fermeté d'un côté, le dialogue de l'autre. C'est comme ça, en tout cas, que l'Élysée veut nous le montrer. Extrait de cette vidéo. À 80 km/h, le Premier ministre et le gouvernement l'est. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas d'impact, on reviendra dessus. Mais si ça permet de sauver des vies, il faut le faire. Eh ben, vous allez venir, on va regarder votre dossier. Oui. Parce que ce matin, il y a une jeune fille qui m'a demandé, qui était en CDD, on lui a débrouillé le CDI. Donc c'est pour ça, quand vous me voyez me battre au Moyen-Orient, ailleurs, pour éviter les crises, c'est pour pas que le gasoil il s'envole. Là, il s'est beaucoup envolé. Il est en train de baisser. Non. Quand je regarde les prix mondiaux, ils commencent à baisser. Alors c'était en novembre. Malheureusement, les chiffres sont repartis à la hausse. Je dis malheureusement pour les automobilistes qui au quotidien font le plein. Luc Carvounas, je voyais réagir en voyant cette vidéo. On est quoi, dans de la pure com politique ? De toute façon, c'est à partir du moment où parce qu'après tout, il a ouvert le dialogue, le chef de l'État. Moment où vous en parlez à partir d'un canal d'émetteurs qui est le canal émetteur Élysée, oui, c'est de la com politique. Oui, mais la démocratie, c'est aussi la communication. Luc Carvounas, c'est pas insultant qu'un président de la République fasse de la communication politique. Ce qui commence à devenir arrogant, c'est qu'on est dans de la propagande. Non. Et là, ça commence à se voir énormément. Et c'est lié d'ailleurs à la question... Pourquoi est-ce que c'est de la propagande et pas de la communication politique ? C'est de la mise en scène outrancière. Et je vais vous dire, c'est lié à notre débat de tout à l'heure. Parce que l'expression du chef de l'État qu'on a commenté les uns les autres, on n'est pas d'accord, c'est aussi... Ça démontre la faiblesse de son dispositif gouvernemental où finalement, Emmanuel Macron, il est tout. Il est ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Économie, il est Premier ministre, il est le Parlement, il est la majorité, il est les corps intermédiaires, il est le roi thaumaturge qui touche tout le monde. Et c'est marrant parce que vous lui reprochez tout et son contraire. C'est extraordinaire. Vous reprochez tout et son contraire. Ah non, je suis assez constant sur ce que je reproche au président. Vous êtes, pour le coup, vous aussi dans la politique. Ah et oui, vous aussi dans la moi je l'assume, je suis dans l'opposition. Voilà. Donc vous l'assumez. Donc alors, on est dans un système qui permettrait à un homme ou une femme politique de faire de la communication quand il est dans l'opposition, il n'y aurait de communication que dans l'opposition. Je suis désolé. Vous connaissez, et M. Boisdel connaît bien aussi les fondements de la démocratie et les tenants de la démocratie qui ne sont pas que le vote, la démocratie. C'est tout un panel de choses. Défendre l'indéfendable, je l'ai fait dans l'autre quinquennat, j'ai vu le résultat. C'est aussi le débat public. Moi, je ne défends jamais l'indéfendable. Si vous le voulez bien, reconnaissons ensemble. Un petit peu. Non. Que la France, reconnaissons ensemble, si vous le voulez bien, que la France est dans une situation de crise majeure. Oui, ça je pense que le président de la République se mette au front, aille à la rencontre des habitants. C'est son job. C'est son job. C'est son job. Qu'il utilise des leviers de communication. Vous le faites, je le fais, c'est notre job. Attendez, je ne vous ai pas coupé. C'est le jeu. Il assume pleinement ses responsabilités et moi je trouve que c'est quelque chose de très important dans un grand moment de fragilité. N'oubliez pas que ces violences, que les tags, que les propos antisémites, racistes
on fleurit. On est face à un pacte républicain qui est en train de se fragiliser en lien avec la crise des Gilets jaunes. Donc, laissez aussi la possibilité au président de prendre à bras-le-corps. Pour le président de la République. Je termine cette crise de la démocratie et qu'il affirme, avec les leviers qui sont les siens, sa volonté de permettre une sortie par le haut. Le président de la République se met en scène à genoux devant une tente d'un SDF dans une rue dont on regarde l'arrière-plan qui a été vidé. Il n'y a personne. Et que c'est le photographe officiel du président de la République qui prend le cliché avec ce magnifique réverbère dans la nuit en noir et blanc. C'est de la propagande politique. Il a le droit, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Enfin, est-ce que tous les présidents l'ont pas fait par le passé ? Voilà, non. Vous êtes dans la caricature de la politique. Écoutez, Madame Keller, mieux que vous, connaît la Ve République. La Ve République, elle n'est pas faite pour ce qu'on est en train de faire. La Ve République, elle est faite pour assurer une stabilité, une majorité, un gouvernement. Nous n'avons ni stabilité, ni véritablement de majorité, parce qu'elle n'est pas consultée, ni gouvernement. La politique du président de la République aurait dû être, dans les 15 premiers jours, d'arrêter la situation par une décision ferme qu'il n'a pas commise. Et l'erreur, elle est là, probablement dans les 15 jours. Depuis, on nous parle d'un grand débat. Ce grand débat dont on ne sait rien finalement. On ne sait pas comment ça va s'en sortir. On a des ministres qui font des propositions, des ministres qui font des propositions de l'autre. Dans la Ve République, normalement, on disait à un ministre, quand il n'est pas content, il s'en va. Il ferme sa gueule, disait Chevènement. Tout ça, c'est fini. On a une espèce de foutoir général de la République. Oui. Et ce foutoir général secrète toutes les tendances que nous connaissons aujourd'hui. La haine, l'antisémitisme vient de la violence. Tout se libère. Tous les fous sont en train de sortir, qui ne pouvaient rien dire depuis des années et qui se libèrent. Est-ce que ça, c'est la démocratie ? Ce n'est pas la démocratie. Et moi, je vous dis que le président de la République a commis une grosse faute en traitant des manifestants de bons sentiments, qui veulent manifester et qui ont sans doute des préoccupations. On préférerait d'ailleurs que les manifestations s'arrêtent en les traitant de complices. Tout de même, rendez-vous compte ce que c'est qu'une complicité en droit pénal. Un indicateur, juriste. Parce que peut-être qu'il réussit aussi son pari politique, le chef de l'État, et on ne peut pas l'exclure, et on ne peut pas exclure sur raisonnement. Mais ça a son importance. À combien de temps ? Pour lui, en tout cas, peut-être. On l'imagine. Sondage, baromètre LCI, Harris Interactive, il prend 4 points, le chef de l'État 39%. Ça raconte aussi l'état de l'opinion. Peut-être plus d'ailleurs. Et regardez, depuis décembre, on va voir, il prend 8 points. Le président de la République. S'il vous plaît. Analyse de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui dit il a eu raison de nommer, comme il l'a fait, on en parlait en début d'émission, les choses, le chef de l'État, mais ça vient peut-être un peu tard, et il a peut-être attendu l'inversion des sondages pour le faire. Il a raison de durcir le ton, mais pour vous dire ce que je pense, s'il aurait dû le dire bien avant. C'est pas au moment où l'opinion se retourne qu'il faut venir l'accompagner. Pour moi, un président de la République, ça n'accompagne pas l'opinion, ça doit la guider. Et Luc Carvounas, je vous soumets une autre partie de ce sondage. Regardez, selon les sympathies politiques des sondés, regardez le plus 14 points chez les sympathisants socialistes ces derniers temps de la part du chef de l'État. C'est assez saisissant, qu'en dites-vous ? Vous savez, moi j'attends pas ce sondage pour comprendre ce qui s'est passé il y a 20 mois. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui 23 députés socialistes. Donc l'électorat socialiste, il a voté Emmanuel Macron il y a 20 mois. L'électorat socialiste... Oui, mais là, il se retourne vers lui peut-être un peu plus qu'il ne le faisait ces dernières semaines. C'est normal. Ah bon. On ne voit que Emmanuel Macron sur tous les écrans pendant des heures et des heures tous les jours. Ça ne veut pas dire que sa réponse est adaptée aussi. C'est extraordinaire parce que dans les... Incroyable. C'est extraordinaire. Ce qui serait intéressant, c'est de voir sur qui il marche sur l'électorat de François Fillon. Donc il prend mécaniquement... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'automne, moi j'ai entendu les parlementaires d'opposition. À l'automne, j'ai entendu les parlementaires de l'opposition dire où est le président ? On ne voit pas le président. On ne voit jamais le président sortir voir les citoyens. C'était là qu'il fallait être. Mais il y était. Pas dans les 15 premiers jours. Parlementaire de l'opposition. Chez les socialistes, j'ai déjà eu le débat sur. Mais même chez nous. J'ai déjà eu le débat, je ne sais plus qui avec qui. Il fallait prendre le problème immédiatement. Voilà, ça c'est la Macronie. Non mais arrêtez. Alors ce genre d'argument. Des socialistes. Alors ça c'est du grand métier de politicien, monsieur Carvounas. Et vous êtes quoi, vous ? Moi, quand je regarde votre cursus. Ah bon ? Attendez. Donc j'invite tout le monde à aller sur votre Wikipédia pour quelqu'un qui est nouveau sur le. Non mais voilà. L'attaque personnelle alors qu'on a un argument qui est un vrai argument, qui est l'argument que pendant très longtemps, le président avait une certaine réserve parce qu'on lui avait reproché avant d'être trop présent.
Il revient sur le devant de la scène, il prend, comme Madame Keller l'a dit, à bras-le-corps le problème, avec ce grand débat. 16 semaines de manifestation, il prend le problème à bras-le-corps. Enfin, vous plaisantez. Alors, la Attention solution, à l'excès de confiance, Fabienne Keller. Non, mais c'est au début qu'il fallait prendre le problème. Et pas faire le grand débat. Le grand débat ne sert à rien. Au contraire, du bidon. Fabienne Keller. Ce que vient de dire Claude Goasguen, c'est-à-dire que peut-être la réponse a un petit peu tardé au début de la crise. Par contre, je vous propose de ne pas inverser l'histoire. C'est bien une crise très importante qui est apparue, des Français qui ont souhaité s'exprimer, qui vient de loin, qui vient de très loin. Mais c'est d'ailleurs intéressant de le comparer à ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment du Brexit. Ça ressemble. Oui, les fondamentaux, c'est-à-dire plutôt les territoires ruraux, les gens qui se sentent abandonnés par la mondialisation, par les mécanismes économiques. Oui, bien sûr. Après une forme inconnue jusque-là d'expression, qui assez vite a pris des formes violentes, face auxquelles aucune république ne sait réagir, puisque c'est par nature déstructuré. Il est grand temps aujourd'hui d'y mettre fin, et moi je me réjouis que le président de la République et tout son gouvernement, je ne vous ai pas coupé, prennent à bras-le-corps le sujet et cheminent vers quelque chose qui nous permettra d'avancer. Parce que ces violences qui démolissent nos villes, qui fait que les gens n'osent plus sortir, qui créent de la suspicion et qui à nouveau permettent, on est complètement devenu débridé, il n'y a plus de limite dans les formes violentes d'expression orale, cesse. Moi, je voudrais nommer un responsable qui est aucun d'entre nous, qui est aussi les réseaux sociaux, qui ont un effet, mais vraiment... Oui, mais il faut vivre aussi avec son temps et s'adapter. Moi, je vais vous dire, peut-être qu'on peut l'encadrer. Là où je vous rejoins, Luc Carvona, c'est après, on parle d'un autre sujet. Plus c'est conforme et plus ça passe. Là où je rejoins Fabienne Keller, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il part de loin. Oui, c'est bien. Nicolas Sarkozy, il a été battu parce qu'il a échoué sur le pouvoir d'achat. François Hollande, il a été battu parce qu'il a échoué sur le pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes ont démarré sur la question du pouvoir d'achat. Et si je dis ça, c'est que la réponse politique de votre majorité, de ce gouvernement, à la sortie de ce débat, ça doit être sur le pouvoir d'achat. Et si on ne donne pas de réponse au pouvoir d'achat, tout le reste sera du blabla. Mais il y a le pouvoir d'achat et il y a un autre, parce que M. Carvounas a mis un petit peu la poussière sous le tapis. Il y a aussi la question du chômage. Aujourd'hui, si on est dans la difficulté et si on a ce problème de pouvoir d'achat, c'est aussi parce qu'on a du chômage, parce que beaucoup de chômeurs égale beaucoup d'argent à dépenser pour l'État. Vous direz ça aux veuves avec leur pension de réversion. Tout à fait, mais il n'est pas question. C'est pour ça que vous voulez remettre en cause les contreparties. Claude Goasguen, à la lumière de ce que révélait le Canard enchaîné, on est toujours sur cette crise des Gilets jaunes qui peut paraître un peu troublant. Les magistrats du parquet de Paris qui auraient reçu une note rédigée par le procureur de la République de Paris avec d'étonnantes consignes. D'abord, de ne pas lever les gardes à vue des personnes interpellées ou de ne les lever que le samedi soir ou le dimanche matin afin d'éviter que ces personnes ne viennent grossir à nouveau les rangs des fauteurs de troubles. Et puis ensuite, privilégier l'inscription de ces gardes à vue au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, même lorsque les faits ne sont pas constitués. Réaction dans l'heure de Bachelot, avec Roselyne Bachelot sur LCI, de Sergio Coronado, candidat de la France Insoumise aux Européennes. Parce que cette note, elle indique une pratique qui vise à être généralisée par les parquetiers. Voilà. C'est quand même l'utilisation de manière détournée de la garde à vue. Et ce n'est pas simplement le détournement de la garde à vue, c'est une entrave à un principe constitutionnel qui est d'abord la liberté d'aller et venir et le principe constitutionnel de manifester. Le droit de manifester est un principe qui, depuis 1995, a valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Une forme de justice d'exception. Est-ce que je peux répondre là, parce que j'ai fait un peu de droit dans ma vie. Très franchement, moi, je n'ai pas voté la loi qu'on nous a proposée, qui est pourtant des Républicains. Oui, c'est pareil. C'est le même esprit. C'est-à-dire qu'on est en train de déraper, et je trouve que là, c'est un deuxième dérapage que je mets sur le compte du procureur. Cette loi va attirer plein de discordances judiciaires et juridiques. Je le regrette. C'est une faute. En l'occurrence, ça n'a pas un rapport avec la loi. Là. Non, mais c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'on considère qu'un individu qui doit aller à une manifestation, là, il n'est pas complice, il est présumé complice. Je peux rapporter c'est pire. Un complément important, parce que moi, non plus, je suis très clair là-dessus. Je n'ai pas voté la loi non plus. Donc, je suis très clair sur ce sujet-là. Quand vous prenez quelqu'un qui vient à une manifestation, que vous faites un contrôle d'identité et que vous lui demandez d'ouvrir son sac et que cette personne dans son sac, il y a des boulons, des marteaux, que cette personne aille en garde à vue. C'est la veille, ça. Hein, que cette personne aille en garde à vue, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Parce que quand on vient manifester... personne ne parle de cela. Moi, vous savez, il y a eu la manifestation mardi sur l'antisémitisme.
contre l'antisémitisme. J'y suis allé, j'ai voulu y aller avec ma fille qui a 8 ans. J'ai hésité à y aller avec ma fille. J'y suis allé seul. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, on ne peut plus manifester sereinement parce qu'il y a toujours potentiellement des casseurs et des gens qui viennent avec la volonté d'en découdre avec la force de l'ordre. Cette note du procureur de la République de Paris. La note, moi, je ne l'ai pas lue. Je ne l'ai pas lue, donc je ne la connais pas in extenso, donc je ne vais pas commenter quelque chose que je n'ai pas lu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de garde à vue préventive. Les gardes à vue se font... Non, les gardes à vue se font... Non, parce que ce n'est pas préventif quand vous prenez... C'est peut-être les garder plus longtemps, en l'occurrence. C'est ce que demande cette note. C'est exactement pareil. Quand vous prenez quelqu'un, j'ai envie de dire, la main dans le sac, plein de boulons, vous pouvez le mettre en garde. Ça, c'est pas des gens plein de boulons. Parce que ceux qui ont des boulons, ils sont condamnés. Ce sont des gens qui ont été mis en garde à vue après des faits. C'est la situation qui vient d'être décrite. Ils sont en préventif. On leur dit, vous restez en garde à vue pour ne pas aller à la manif. Ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Mais non, mais je l'ai lu. J'ai lu la circulaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas condamnés. Mais les condamnés sont condamnés. Il faut de l'ordre, attention, il faut taper sur la table interdisant les manifestations. Le droit français, c'est un droit qui respecte. Vous n'avez pas besoin de faire cette loi. Vous avez eu raison de ne pas le voter. On ne parle pas de la loi. Non, on ne parle pas de la loi. Là, c'est le préfet qui interdit, maintenant c'est le procureur. Permettez que je distribue la parole. Ils sont interpellés et qu'ils ont commis un délit. Quand ils ont commis un délit, encore à l'Assemblée nationale. Attendez, quand ils ont commis un délit, ils ne sortent pas. Là, la question se pose pour ceux qui ne sont pas en cause délictuelle, mais qui voudraient sortir, à qui le procureur dit gardez-les un peu plus longtemps. Après les manifestations du samedi après-midi. Si c'est le samedi matin, c'est pas illogique. Sur la question de l'ordre, on est tous d'accord. D'ailleurs, je crois qu'on est 3 personnes autour de la table. Je ne sais pas pour Fabienne Keller qui n'avons pas voté la loi anti-casseurs. Moi, je ne commenterai pas la note du 12 janvier du procureur de Paris, même si j'ai vu la réaction du syndicat national de la magistrature sur cette question. Et avant d'être très tranché sur la question de la garde à vue préventive, je vous renvoie, chers collègues, au rapport émis encore une fois par la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Je vous renvoie à Amnesty International qui pointe du doigt des dérives lourdes, liberticides en France depuis 4 mois. Et là, je renvoie ces rapports. Mais moi, ces rapports qui m'inquiètent parce que je suis un amoureux des libertés publiques et vous le savez. Je pense quand même que ces rapports, il faut pouvoir. Je pense ça serait bien qu'elle voit aussi le niveau de violence dans lequel on est aujourd'hui. Vous remettez en question le remets pas en Conseil question, de l'Europe, non, je remets pas en question le Conseil de l'Europe, mais je pense qu'on est dans une. C'est peut-être un peu facile ce jugement aujourd'hui. Vous dites qu'il y a une justice d'exception, une situation exceptionnelle. Non, il n'y a pas de justice d'exception. Non, il n'y a jamais de justice d'exception. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense que il faut, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation d'extrême violence. Et cette extrême violence, je ne dis pas qu'il faut... Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut durcir. Je suis en train de dire qu'il faut respecter la loi. Et la loi, il faut la respecter. La loi permet d'interdire les manifs. La loi, tout le monde doit la respecter. C'est-à-dire les manifestations qui veulent s'ils veulent en découdre, ils ne respectent plus la loi. On est d'accord. Et un magistrat, les procureurs, ils respectent effectivement le code de procédure pénale et le code pénal. On est entièrement d'accord. Avançons, si vous voulez bien. Pas le dernier sujet, autre sujet. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Je pense que l'État français et Ben Smith doivent méditer en ce moment cette sentence. C'est la même chose. Quelques heures après l'incroyable offensive de l'État néerlandais, monté, Claude Goldgren, je rappelle les faits à nos téléspectateurs, monté en force au capital d'Air France KLM, prenant tout le monde de surprise, à hauteur de 12,68% pour être tout à fait précis, pour rééquilibrer le rapport de force avec l'État français. Ce sont les arguments. Une conclusion dressée ce matin par Nicolas Dupont-Aignan. Au moins aux Pays-Bas, ils ont un gouvernement fort. C'est sa conclusion. Je félicite dans un sens l'État néerlandais qui est un vrai État. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudrait peut-être comprendre que nous sommes dans une guerre économique et que dans cette guerre économique, aujourd'hui, les gouvernements défendent leurs intérêts de leur peuple. Et que le gouvernement français est totalement à la ramasse, ça ne veut pas dire intervenir tous azimuts. Cela veut dire d'abord baisser les charges pour ceux qui relocalisent en France, c'est-à-dire favoriser la production en France, favoriser l'investissement en France, et puis parallèlement avoir un État stratège qui, quand une entreprise piétine les intérêts du pays, on la défend. Voilà, Paris n'aurait appris l'initiative néerlandaise qu'une heure seulement avant l'annonce. Il y a eu un problème là de la part de l'État français, Fabienne Keller, dans la gestion de ce dossier avec cet effet de surprise? Alors, 2 grandes compagnies nationales, KLM d'une part et Air France d'autre part, se sont rapprochées il y a déjà longtemps. 2003, en l'occurrence, KLM était à cette époque dans une situation très difficile. Très difficile. Aujourd'hui, c'est KLM en fait qui apporte l'essentiel du résultat.
c'est un mariage. Parfois, les vies sont compliquées en cours de vie commune. C'est un groupe qui fonctionne plutôt bien. Ça a aussi aidé Air France. Il y a des synergies assez importantes. Moi, je veux croire que c'est un beau champion européen. Il y a là un moment difficile. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la stratégie avec le nouveau dirigeant d'Air France et l'actuel Ben Smith et l'actuel patron de KLM qui s'estime légitime puisqu'il a... Et donc c'est l'arrivée de Ben Smith visiblement au conseil d'administration de KLM qui est un poste de droit qui a un peu irrité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a son mot à dire. L'État français à 14%. L'État français à 14%. Je ne connais pas exactement la procédure, mais quand vous prenez une participation, vous devez dans la foulée en informer les autres actionnaires, mais vous ne les prévenez pas en amont, sinon il y a changement de prix. Donc la question plutôt, c'est comment on va construire une sortie. C'est un rapport de force, vous le savez. Non, rapport de force actionnaire. Sans minimiser ce qui s'est passé. Actionnaire commun. Dupont-Aignan, il est complètement dans son intérêt perso. Il dit c'est une catastrophe. Non, c'est la vie aussi des affaires. Il y a un rapport de force, mais j'espère qu'il va être constructif pour les deux compagnies. On a besoin d'un Air France fort, d'un Air France KLM qui fonctionne et qui est un acteur important. Alors sur fond, il faut en avoir conscience, de règles écolo d'ailleurs, des Hollandais, de la limitation de leur aéroport, d'une taxe sur le gazoil, qui fait qu'il y a des intérêts particuliers. Donc une stratégie partagée doit être construite. Juste un petit complément. La France garde un petit coup d'avance, mais pendant 2 ans seulement, du fait du doublement des valeurs des actions en termes de voix quand elles sont quand elles sont détenues depuis 2 ans. Donc ça, on garde en réalité un peu d'avance. Donc il faut être vigilant, mais je pense qu'il faut que tout le monde se remette autour de la table et il faut avoir une stratégie gagnant-gagnant pour KLM, pour Air France. Je ne suis pas forcément un spécialiste de ces questions, mais j'imagine que quand on veut avoir et qu'on a un dialogue apaisé, c'est pas le genre de méthode, cette entrée au capital. Peut-être que c'est pas la preuve que mais très apaisé. Mais parfois un coup de poing, ça permet de mieux parler sur mon analyse. Oui. Très franchement, on fait un drame. C'est vrai que la manière dont ça s'est passé est sans doute contestable et qu'il y a des rivalités d'hommes, etc. Mais enfin, fondamentalement, c'est quand même pas l'entrée des Pays-Bas dans le capital d'Air France KLM qui va changer la donne. Ça ne raconte pas une faiblesse plus générale de l'État français sur toutes ces politiques industrielles. L'État français dans cette affaire, c'est autre chose. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui l'ont-ils fait, à part les querelles personnelles. Moi, c'est là où je vois une querelle politique qui m'oppose à mes partenaires, sur lequel je suis à peu près d'accord. Vous savez, dans le cadre européen, c'est quand même pas dramatique que 2 grandes compagnies travaillent ensemble. Bien. Mais en revanche, ce qui me paraît un peu plus embêtant, c'est de voir que le produit national brut des Pays-Bas augmente et que donc ils ont des disponibilités que nous n'avons plus. De ce point de vue-là, je vous disais tout à l'heure que les Gilets jaunes y reviennent. L'agitation, il faut voir quand même que l'agitation que nous connaissons en France a des répercussions internationales terribles. Moi, je voyage beaucoup, je suis à la Commission des Affaires étrangères. Je vous assure que l'image de la France, et c'est une des raisons pour laquelle j'en ai marre des Gilets jaunes. Et vous faites cette analyse-là, la situation, vous l'analysez aussi à la lumière de ça. Bien sûr. Je pense qu'ils sont rentrés au capital parce qu'ils ont peur. Je pense que c'est pas sain que deux compagnies comme KLM et Air France, au travers des interventions de leurs États respectifs, commencent à se concurrencer, alors qu'on a rappelé comment Air France et KLM ont essayé justement de s'accompagner mutuellement et de devenir un fleuron européen et international. Bien sûr. Mais on est dans le cadre, pardon de le dire, après ce qu'on a connu avec Alstom et Siemens, dans d'autres mesures avec Ford à Blanquer. Aujourd'hui, on est prévenu à l'instant T. Si je devais persifler, je dirais, a-t-il un pilote dans l'avion avec Bruno Le Maire? Je ne le ferai pas, mais le vrai sujet... Et vous le faites quand même un peu. Je le fais quand même un peu, et on est... Et je dirais à Bruno Le Maire qu'il ferait bien d'écrire moindrement et d'être plus à sa tâche. En tous les cas, nous sommes à 3 mois des élections européennes. Et là, le vrai sujet, il y a peut-être autour de cette table des candidats pour dire quelle vision on a de l'Europe. Aujourd'hui, tant qu'on sera dans cette Europe-là, dans la mondialisation et dans nos traités européens, face à des concurrents que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, on n'arrivera pas à faire en sorte, à empêcher que à la fois des fleurons européens se concurrencent de manière violente, voire même des États européens, alors que l'on comprend très bien ce qui est en train de se passer avec les pays que j'ai cités.
il y a ce sujet. Et ce qui se passe aujourd'hui avec KLM Air France est totalement lié. C'est quel rang pour veut demain dans la mondialisation, le libre-échange et nos traités européens tels qu'ils ont été faits. Juste dernier sujet, il est 13h30 parce que c'est important pour beaucoup de Français en ce moment. Aujourd'hui même, le pic de pollution dans les Hauts-de-France, en région Rhône-Alpes, sur l'Île-de-France également, avec cette circulation différenciée. Vous savez, le système de vignettes qui a été mis en place depuis 5h30 ce matin à Lille ainsi qu'à Paris. Michel Delpuech, préfet de police de Paris, a répondu aux critiques qui sont notamment venues de la mairie de Paris tout à l'heure sur est-ce qu'on a fait trop peu et trop tard. Voici sa réponse. De dire il aurait fallu aller plus loin, y compris... Non, je suis désolé. Il y a un cadre, je l'applique. C'est pas une fantaisie de la part du préfet. Moi, je suis dans la rigueur des relevés et des prévisions que me communique Air Paris. Il y a un comité d'experts qui se réunit à ce moment-là tous les jours, qui me donne son avis. Toutes les mesures que j'ai prises, toutes les mesures que j'ai été prises, en tout cas. Toutes les mesures que j'ai été prises sont conformes aux recommandations des experts telles qu'elles m'ont été transmises. Je vous demande d'aller assez vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il fait qu'appliquer les règles, bien sûr, le préfet de police de Paris, mais ces règles sont-elles suffisantes? Alors, la pollution de l'air est un enjeu majeur. 44 000 morts prématurées à cause de la pollution de l'air. Donc, un enjeu, un outil, les critères, qui est très dur. Parce que ce sont des gens modestes qui ont en fait des vieux véhicules. Donc est-ce le bon outil? Je n'en suis pas certaine. Il faut probablement multiplier les leviers pour réduire nos émissions, changer nos comportements. Mais là, c'est particulièrement pénalisant pour les gens les plus modestes. La question, c'est il y a la question de la gestion des crises. Là, c'est en l'occurrence la question de la gestion. Mais la vraie question, elle est avant. C'est comment on change et comment on change un certain nombre de pratiques et comment on change et comment on sort, en deux mots, comment on sort du carbone et comment on sort d'une société qui aujourd'hui est dans la surconsommation. Et c'est un vrai sujet et il faudrait certainement pas le mettre. Écoutez, je crois que Mme Hidalgo fait de la démagogie comme d'habitude. J'ai été assez séduit par les propos du préfet de police parce que il a appliqué la loi, incontestablement. Il faut bien voir quand même que cette loi, elle est obsolète, elle est vieille. Et qu'il faudra la changer tôt ou tard parce que la situation est beaucoup plus tragique qu'il y a 20 ans. Et en revanche, ce qu'il a dit très justement, c'est que ça ne concerne pas que Paris. C'est toute la région Île-de-France et que ça a un coût économique considérable. Un mot de conclusion. D'abord, on ne sera pas d'accord, mais Anne Hidalgo, elle ne fait pas de la politique, elle est maire de Paris, voilà, elle est dans son rôle, comme le préfet de police. En tous les cas, pour répondre. Alors, au PS, personne ne fait de la politique. Le mot de la fin. Carbonas, allez-y. Hidalgo, ça fait réagir en tous les cas. Non, mais pour répondre à votre question de manière très simple, est-ce qu'on est prêt pour répondre à ce qui se passe comme aujourd'hui, nous allons avoir 20 degrés cet après-midi, on est le 27 février. Non, et je pense qu'il faut donner, sur les sujets évoqués de l'empreinte carbone, donner plus la main au territoire, aux régions, parce que c'est comme cela qu'on arrivera à relever le défi. Ce sera peut-être une conclusion du grand débat national. Et une nouvelle loi quand même. Qui sait, cette question est fondamentale bien sûr. Merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation d'LCI Midi. Au cœur de la course dans un instant.